Et après, je voudrais aussi vous dire quelques mots de mon expérience, justement, de cette fraternité, même en déportation, non seulement avec mes corréligionnaires, déportés comme moi, mais j'ai eu peut-être ça qui m'a sauvé la vie. Non, la vie, ce qui m'a sauvé, c'est la présence de ma mère dans le camp. On était toutes les deux. Et on était là, vraiment, toute notre énergie, notre volonté de vivre était l'une pour l'autre. Et heureusement, on a réussi, donc toutes les deux, à survivre. Bon, mais ce que je voulais raconter, dans le camp Auschwitz, il y a eu des ouvriers de différentes nationalités qui venaient, des hommes des travaux, de la voirie, de l'électricité ou autre. Et alors, un jour, j'ai vu un groupe d'hommes qui parlaient français, qui travaillaient sur la route entre les deux baraques qui, qui se faisaient face dans le camp C, dans Auschwitz où j'étais. Et quand j'ai entendu parler, comme j'aimais toujours la langue française, j'ai commencé à leur demander, poser des questions. Et là, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Legueux, qui m'a dit, il m'a donné son nom, et il m'a dit, c'était au mois d'octobre, il m'a donné le conseil d'essayer de nous faire transporter, d'aller dans un transport qui va vers l'Allemagne, dans les usines, travailler. Parce que l'armée soviétique s'approche et quand le camp va être, avant la libération du camp, les Allemands vont ou bien euh, tuer tous les prisonniers, ou bien les... Bon, c'était la longue marche. Donc, ce qui s'est passé en réalité, une partie était euh, tués dans les chambres à gaz et l'autre partait vers d'autres, vers l'Allemagne, dans le front, où il y a eu cette marche terrible de janvier avec beaucoup de morts. Donc, je dois aussi le fait que j'ai survécu à ce conseil de ce monsieur français à qui je dois beaucoup de reconnaissance sans l'avoir jamais vu ni avant ni après, parce qu'on a réussi avec ma mère de se glisser dans un transport qui allait vers l'Allemagne, dans une usine d'aviation. Et alors là, je voulais vous dire que dans cette usine, il y avait des ouvriers entre 20 et 30 ans peut-être. Et nous, on était avec ma mère affectés à un jeune homme dans cet âge-là à peu près, et qui m'a demandé plusieurs fois, euh, vous êtes juive? J'ai dit, ah oui, bien sûr. Mais vraiment, vous êtes sûr? Alors j'ai dit, mais pourquoi vous en doutez? Alors il m'a répondu, parce qu'à l'école, on nous a appris que les juifs ne sont pas des hommes comme nous. Alors ça, bon, ça c'était, c'est pour ça que je voudrais vous dire cette expérience, parce que ce garçon, quand il nous a connus, ma mère et moi, on a travaillé ensemble 12 heures, ou de nuit, ou de jour, ça dépendait. Il est devenu, il était tellement gentil. Il m'a apporté à manger quelquefois une pomme, une tartine. Il m'a dit, cache-toi dans la garde-robe sous les manteaux pour dormir un peu la nuit. Je te préviendrai quand les essais vont venir. Donc, ce garçon à qui on a appris qu'on n'était pas des hommes comme les autres, tout d'un coup, bon, il a vu la réalité et c'est pour ça, je dis que l'apprentissage, la pédagogie, l'enseignement, les livres, doivent être pour la jeunesse très, très, très importants et essentiels pour, pour savoir, pour ne pas croire tout ce qu'on dit, pour étudier la chose, chercher la vérité. Voilà. Il y avait après un autre monsieur, parce que après, on a cherché des personnes qui parlaient allemand, comme je parlais l'allemand. On avait un travail de bureau et je travaillais avec un monsieur, alors lui, il s'appelait Eppelin et il était horloger à Munich. Et lui, il a été extraordinaire aussi. Il m'a apporté aussi, il m'a dit, ouvre ton tiroir du bureau et là, je trouvais quelque chose à manger souvent. Et à la fin, quand l'usine a été déménagée parce que les soviétiques approchaient, donc on a déménagé l'usine, on n'avait plus de travail.
Il m'a fait venir à l'usine spécialement en en me cherchant par mon nom et j'avais peur d'abord, je me suis dit: «Est-ce que j'ai fait une bêtise, j'ai raté, mon travail, j'ai pas réussi quelque chose, comme il faut?» Et donc bon, mais j'y suis allée accompagnée par un SS et quand je suis arrivée à l'usine qui était déjà vidée de des machines et cetera. Lui, il a dit: «On va marcher de long en large parce que je voulais te dire quelque chose. Je voudrais que tu racontes à tes camarades, les soviétiques sont à Berlin et la guerre va être bientôt finie. Vous êtes bientôt libres. Je voulais que tu racontes ça à tes camarades». Je suis encore aujourd'hui émue aux larmes quand je pense que je l'ai jamais rencontré malheureusement, ce monsieur après la guerre. Je le regrette. Parce qu'il m'a donné beaucoup de courage jusqu'au dé qui nous restait là-bas, à Zittau, où c'était cette usine d'aviation. Donc, je vous racontais ça pour vous dire que j'ai eu l'expérience d'avoir rencontré 2 Allemands, un assez jeune, entre, 20 à peu près 25 ans et l'autre à peu près 40, qui étaient bon, induits dans une, erreur, dans des tromperies, dans des mensonges à leur éducation, mais quand ils ont pu vraiment nous rencontrer, ils se sont montrés humains et ça, donc je vous conseille, je ne sais pas, je voudrais poser une question aussi. Est-ce que vous connaissez des livres des auteurs allemands juifs? Franz Kafka, Stefan Zweig, Franz Werfel. Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce que vous connaissez cette littérature allemande? Bon, spécifiquement, qui étaient des juifs et Kafka était tchèque, mais il écrivait en allemand. Voilà. Alors il faut essayer d'élargir aussi son horizon et de non seulement lire quand j'ai appelé nommé ces auteurs juifs allemands, je pourrais aussi vous dire Thomas qui n'était pas juif et qui, pour moi, quand on me demande si je parle allemand, si j'aime parler, oui, j'aime parler allemand parce que j'aime la langue de Thomas Mann, voilà. Et 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 les Allemands, c'est pas que pour moi, c'était pas que les nazis parce que j'avais une certaine image autre aussi de l'Allemagne par la littérature, par la musique, Danke, Frau voilà. Elkan-Hervé. Et je vous conseille donc de essayer de vous tourner vers la littérature et la musique. Danke, vielen Dank. Sie haben uns gezeigt, dass Sie eben keinen Hass auf die Deutschen entwickelt haben, sondern hervorgehoben, dass es viele Menschen gab, die gütig zu Ihnen waren und die Ihnen sogar geholfen haben, es zu überleben, es zu schaffen. Für all jene, die noch nicht Ihre Geschichte in Gänze kennen, Sie waren also 18, als Sie nach Auschwitz deportiert wurden und haben es geschafft, zur Zwangsarbeit nach Zittau im Oktober 1944 weiter verlegt zu werden. Und dort haben sie dann die Befreiung erlebt und konnten nachher zurück in ihr Heimatland kehren. Aber ich würde gerne noch mal ausholen, weil nicht alle wissen eben, was das für ein Lager war, Auschwitz. Und zu meiner Linken ist eben Professor Dr. Geis. Könnten Sie uns ein bisschen umreißen, einige Fakten nennen zu Auschwitz, welcher Hölle Judith Elkan-Hervé und wenige andere Überlebende entgangen sind, als sie aus diesem Lager fliehen konnten oder befreit wurden? Ja, also ich bin natürlich kein Experte im Bereich der Holocaust-Forschung. Ich bin Geschichtsdidaktiker, beschäftige mich also mit der Ausbildung von Lehrkräften. Da ist natürlich der Holocaust ein wichtiger Themenbereich, aber ich war jetzt nicht selber wissenschaftlich auf dem Feld tätig. Also Auschwitz-Birkenau ist das größte Vernichtungslager gewesen im Kontext des Holocaust, hat vor allem 1943, 44 eine ganz schreckliche Rolle gespielt. Es ist wirklich der Ort, wo diese ja, industrielle Massenermordung von Menschen praktiziert wurde in besonders großem Ausmaß. Und das macht, glaube ich, auch den besonderen Status von
Auschwitz-Birkenau vor allem aus. Also ein Lager, das tatsächlich dann ein Vernichtungslager geworden ist, wo Selektionen stattgefunden haben, wo also Menschen nach der Ankunft entweder sofort in den Tod geschickt wurden oder ein kleinerer Teil noch zu sklavenartiger Zwangsarbeit dann herangezogen wurde. Ganz schreckliche Abläufe. Das ist etwas, was wir uns hier in diesem Raum, die allermeisten von uns, nicht vorstellen können. Und das ist, glaube ich, auch die große Bedeutung dieser Zeugenberichte, dieser Überlebendenberichte, dass wir einen Einblick in diese Welt bekommen, auch wenn wir es letztlich wohl nicht nachempfinden können, weil es einfach so weit weg zum Glück ist von dem, was unsere Lebensrealität ausmacht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, Zugänge zu wählen im Bereich der Geschichtsvermittlung, die persönliche Erfahrungen, die Biografien, die einzelne Menschen in den Blick nehmen, weil das, glaube ich, etwas ist, was für Jugendliche und junge Erwachsene einen ganz besonderen Zugang schafft. Also eine ganz besondere Möglichkeit der Identifikation, vor allem wenn das Menschen sind, die dasselbe Alter haben, was ja in Ihrem Projekt ein ganz zentraler Aspekt gewesen ist, und auch eben Möglichkeiten der Empathie, denn diese Vernichtungssysteme funktionieren ja immer darüber, dass anderen Menschen der Status von Menschen abgesprochen wird durch Ideologie, durch Hass. Das ist dieses Muster, das dahinter steckt, und das ist etwas, was nicht funktioniert, wenn Empathie da ist, wenn die Bereitschaft da ist, andere als Menschen zu sehen, was ich eben auch sehr eindrucksvoll fand in dem Zeugnis, eben, dass es auch ideologisierte Menschen gab, dass die der NS-Ideologie ausgesetzt waren und trotzdem dann in bestimmten Situationen nicht nach dieser Ideologie gehandelt haben und eben sich dann als Menschen gezeigt haben. Das ist etwas, was in all dem Schrecken vielleicht auch Hoffnung stiften kann.